Mes parents ont toujours fait passer ma sœur en premier, mais lorsqu'ils ont découvert que j'avais secrètement 12 millions de dollars, ils ont exigé que je lui donne tout. J'utilise un compte jetable pour des raisons évidentes, et certains détails ont été modifiés pour protéger la vie privée. Alors, je suis Sarah, une femme de 38 ans, et j'ai besoin de me vider le cœur. Vous connaissez ces dynamiques familiales où un enfant ne peut rien faire de mal tandis que l'autre pourrait tout aussi bien être invisible? Ouais. Bienvenue dans ma vie. Tout était en fait assez normal jusqu'à mes 8 ans. J'étais enfant unique, et bien que mes parents ne soient pas exactement du genre chaleureux et affectueux, ils étaient présents, je suppose. Maman m'aidait avec mes devoirs. Papa m'emmenait parfois pêcher au lac Saint. Claire. Nous n'étions pas la famille Brady, mais nous allions bien. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma tante Kelly qui débarque à 2 heures du matin, me disant de faire mes valises parce que maman est à l'hôpital. Ma sœur, Rachel, arrivait, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas censée arriver avant 2 mois. Les semaines suivantes ont été un flou de visites à l'hôpital et de conversations à voix basse. Rachel était minuscule, vraiment minuscule. Elle ressemblait à l'une de ces poupées que j'avais, sauf avec tous ses tubes et ses fils. Je n'avais pas le droit de la toucher ni même de m'approcher trop près. C'est la première fois que je l'ai ressenti, le mur invisible qui s'élevait entre moi et le reste de ma famille. Quand ils ont finalement ramené Rachel à la maison, notre maison s'est transformée en cette bulle stérile. Maman est devenue obsédée par les germes. Je parle de désinfectants industriels partout, de stations de désinfection des mains dans chaque pièce, de nettoyage constant. L'odeur forte de l'eau de Javel me donne encore de l'anxiété aujourd'hui. Mais voici la partie qui m'a vraiment perturbé. Chaque fois que je montrais le moindre signe d'être malade, j'étais expédié chez grand-maman Marie ou chez tante Kelly. Et je veux dire à chaque fois. Un éternuement, fais tes valises, une légère toux, direction chez grand-maman. Au début, je trouvais ça amusant. Grand-maman Marie faisait des biscuits, et tante Kelly avait cette collection cool de livres de Nancy Drew que j'étais en train de lire. Mais les enfants ne sont pas stupides. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre ce qui se passe vraiment. Tu n'es pas envoyé en aventure. Tu es traité comme une menace, comme si ton existence même pouvait nuire à ta précieuse sœur. J'ai tout essayé pour attirer leur attention de manière plus saine. Sérieusement, tout. J'ai eu des A dans toutes les matières. Maman levait à peine les yeux du dernier programme de rendez-vous chez le médecin de Rachel. J'ai gagné la première place à l'exposition scientifique avec un projet sur les énergies renouvelables. Papa a juste demandé si je pouvais garder le panneau d'affichage dans le garage parce que Rachel était sensible à la poussière de carton. Est-ce que c'est même possible? Le summum a été quand j'avais 12 ans. Je m'étais entraîné pendant des mois pour le spectacle de talent de l'école, apprenant à jouer au Bridge over Troubled Water au piano. Ouais, un peu cliché, je sais. Le soir du spectacle, Rachel avait une fièvre de 37,3 degrés C. Devinez qui n'avait personne dans le public. Pendant ce temps, 2 semaines plus tard, toute la famille, y compris les 2 grands-parents, s'est présentée pour le récital de flûte de 15 minutes de Rachel, où elle a carrément massacré Hot Crossbin. Rachel a compris assez vite comment faire fonctionner le système. À l'âge de 7 ans, elle avait complètement dépassé tous les problèmes de santé réels, mais cela n'a pas arrêté le spectacle. Un mal de tête? Doit rester à la maison. Se sentir fatigué? Quelqu'un d'autre, devinez qui, doit faire ses corvées. Stressé par un test? Maman appelait littéralement l'école pour faire prolonger la date limite. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps dans ma chambre, à me plonger dans des livres sur l'histoire de l'art et les antiquités. C'est fou comme la vie fonctionne parfois. Ma chambre est devenue mon sanctuaire, surtout parce que Rachel prétendait être allergique à mon désodorisant à la lavande, donc c'était le seul endroit qu'elle n'envahissait pas. Vous savez ce qui est vraiment bizarre? Une partie de moi était en fait reconnaissante quand elle faisait semblant d'être malade. Au moins, j'étais envoyé chez grand-maman Marie où quelqu'un me demandait comment s'était passée ma journée ou se souciait de ce qui m'intéressait. Grand-maman est celle qui m'a initié aux bijoux anciens. Elle avait cette collection incroyable de pièces de fantaisie qu'elle me laissait organiser et cataloguer. J'aurais dû voir ça comme un présage. Je suppose que le pire n'était même pas le favoritisme évident. C'était la façon dont il réécrivait l'histoire pour le justifier.
Rachel a juste besoin de plus d'attention parce qu'elle a eu un début difficile. Sarah a toujours été si indépendante. Sarah comprend que sa sœur a des besoins spéciaux. Non, je ne comprenais pas. J'étais une enfant qui ne comprenait pas pourquoi le fait d'avoir un système immunitaire sain me rendait moins digne d'amour. En y repensant maintenant, je peux voir comment ces années m'ont façonné. Le message constant que j'étais en quelque sorte dangereuse ou gênante à avoir autour de moi, ça ne disparaît pas comme ça. Mais bon, au moins ça m'a appris à être autonome. Quand personne ne vérifie tes devoirs ou ne se soucie de tes réalisations, tu apprends à être ton propre supporter assez vite. Le lycée ? La plupart des gens ont adoré ou détesté. Moi ? J'ai vu ça comme mon ticket de sortie. Pendant que Rachel construisait son empire de drame au collège, je posais les bases de mon évasion. Et laissez-moi vous dire, rien ne vous motive plus à réussir que de savoir que personne ne le fera pour vous. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que je passais du temps à organiser la collection de bijoux de grand-maman Marie ? Eh bien, ça m'a appris quelque chose d'important, la valeur de l'organisation systématique et de l'attention aux détails. J'ai appliqué cet état d'esprit à tout au lycée. Mon bureau à la maison ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine d'organisation, des cahiers à code couleur, des horaires d'études parfaitement agencés. Tout avait sa place. Rachel se moquait de moi pour ça, me traitant de ramant. Super sympa, ma sœur. Mais voici le truc quand on est invisible. Personne ne te voit échouer ou réussir, alors autant faire ce que tu veux. J'ai rejoint tous les clubs qui ne nuisaient pas à mon emploi à temps partiel au Carson S Dîner. Un clin d'œil à Carole, la propriétaire, qui se souvenait de mon anniversaire quand mes propres parents l'oubliaient. Équipe de débat, check. Présidente de la Société nationale d'honneur, check. Rédactrice en chef du journal de l'école, check. C'est dans l'équipe de débat que j'ai vraiment trouvé ma voie. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à détruire l'argument de quelqu'un tout en conservant un calme parfait. De plus, ça m'a appris à négocier, une compétence qui me serait utile plus tard, même si je ne le savais pas à l'époque. J'ai gagné les championnats d'État 2 fois, au fait. Mes parents ont manqué les 2 compétitions parce que Rachel avait des matchs de soccer importants. Elle était dans l'équipe C, ne jouait même pas. C'est en première année que les choses sont devenues vraiment intéressantes. J'ai passé le SAT et j'ai obtenu un score parfait. Pas genre, oh, plutôt bien, parfait. Je veux dire, parfait, 1600. Vous savez combien de personnes obtiennent ça ? Moins de 1%. Je me souviens avoir regardé l'écran des résultats pendant au moins 20 minutes d'affilée, pensant que ce devait être une erreur. Je me suis précipité à la maison pour le dire à mes parents. Stupide, je sais. Maman était dans la cuisine en train d'aider Rachel avec ses devoirs d'anglais. La conversation s'est déroulée à peu près comme ceci. Moi, maman. Maman, regarde. J'ai obtenu un score parfait au SAT. Maman, c'est bien, ma chérie, mais tu peux baisser le ton ? Rachel essaie de se concentrer. Elle a un gros test demain. Rachel, ouais, certains d'entre nous doivent vraiment étudier, Miss Parfaite. Maman, Rachel, ma chérie, ne stresse pas. Tu es juste un type d'apprenant différent. J'ai encore l'impression de ces résultats de SAT quelque part. Je n'ai même jamais été épinglé au réfrigérateur. Mais le c'est plus de Rachel en anglais ? Ce bébé a eu une place de choix sur le réfrigérateur, avec un aimant « Nous sommes si fiers de toi ». Le processus de candidature à l'université était intéressant. J'ai postulé dans 15 écoles sans en parler à personne, j'ai écrit tous mes propres essais, j'ai obtenu mes propres recommandations et j'ai géré tous les documents d'aide financière moi-même. Mon conseiller d'orientation, M. Chen, était le vrai MVP. Il restait tard après l'école pour m'aider à naviguer dans le FAFSA puisque mes parents ne pouvaient pas se donner la peine. Puis les acceptations ont commencé à arriver, Harvard, Yale, Princeton, l'Université du Michigan, et chacune avec une offre de bourse. Je les ai toutes gardées dans une boîte verrouillée sous mon lit parce que je savais ce qui arriverait si Rachel les trouvait. Soudain, elles deviendraient toutes à propos d'elle d'une manière ou d'une autre. Mais si Sarah va à Harvard, je serai toute seule, ou des conneries de ce genre. Le jour où j'ai reçu mon offre de bourse complète de l'Université du Michigan était le même jour où Rachel a fait l'équipe de cheerleading JV. Devinez laquelle a été célébrée avec un dîner en famille.
Indice, j'ai mangé des macaronis au fromage au micro-ondes dans ma chambre pendant qu'ils allaient à Olive Garden. Mais vous savez quoi? Cette bourse était mon ticket d'or, la totalité des frais de scolarité, le logement et la pension, même une allocation pour les livres. Je pouvais enfin sortir de cette maison où j'étais soit invisible, soit un inconvénient. Le jour où j'ai reçu ce dossier d'acceptation, je suis allé à mon endroit préféré de la bibliothèque locale, le siège près de la fenêtre au 4e étage donnant sur le parc, et j'ai pleuré pendant 1 heure d'affilée. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Lorsque j'ai annoncé au dîner que j'allais à l'université du Michigan, les réponses de mes parents ont été: Papa, mais c'est si loin. Maman, et si Rachel a besoin de toi? Maman, j'espère que tu ne t'attends pas à ce que nous aidions à payer les dépenses. Les compétitions de cheerleading de Rachel sont très coûteuses. Rachel, oh mon Dieu, enfin. Est-ce que je peux avoir ta chambre? J'ai besoin d'un espace pour mes vidéos TikTok. L'été avant l'université, j'ai fait des doubles quarts de travail au Carson S pour économiser de l'argent. Carole, que Dieu la bénisse, me glissait des pourboires supplémentaires et s'assurait toujours que je puisse emporter les restes de tarte à la fin de mes quarts de travail. Elle m'a également appris quelque chose d'inestimable, comment repérer les personnes authentiques dans un monde rempli de faux. Ma petite, disait-elle, dans les dîners et dans la vie, ceux qui font le plus de bruit sont généralement ceux qui ont le moins à dire. Jour de l'emménagement à l'université du Michigan. Mes parents n'ont pas pu venir parce que, surprise, Rachel avait une compétition de cheerleading. Tante Kelly m'a conduite à la place, m'a aidé à installer ma chambre de dortoir et m'a glissé une enveloppe avec $100 dedans. Ta grand-maman Marie voulait que tu aies ça. Elle a dit qu'elle est si fière de toi. J'ai découvert plus tard que grand-maman avait économisé cet argent pendant des mois sur ses chèques de sécurité sociale. Ce premier soir dans ma chambre de dortoir, je me suis fait une promesse, j'allais construire une vie si belle qu'il serait impossible de passer inaperçu. Pas par vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille, mais pour cette fillette de 8 ans qui était envoyée chez grand-maman pour avoir éternué. L'université est passée à une vitesse folle, faite de nuits blanches, de ramen instantanés et de liberté bénie. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'université du Michigan. Pas que mes parents l'aient remarqué. Ils étaient trop occupés à aider Rachel à être transférée à son 3e collège en 2 ans. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. J'ai décroché ce poste de débutante chez Everett et Phillips, une maison de vente aux enchères à Détroit. Je ne vais pas utiliser le vrai nom pour des raisons évidentes, mais si vous êtes dans le milieu, vous savez probablement de laquelle je parle. Un endroit vraiment haut de gamme, beaucoup de clients avec de vieux argent, ce genre d'affaires. J'ai commencé dans leur division des ventes de succession, en gros en cataloguant les affaires des riches après leur mort. Pas vraiment glamour, mais bon, ça payait les factures. Mes premiers mois ont été assez standards, enregistrer des ensembles de porcelaine sans fin, cataloguer des meubles anciens, ce genre de choses. Puis est venue la succession Kingston. Madame Kingston était une veuve âgée qui était décédée sans enfant, laissant derrière elle ce que tout le monde pensait être juste une collection massive de bijoux de fantaisie, comme des pièces remplies de ces trucs. C'est là que ces heures chez grand-maman Marie m'ont été utiles. Je suis en train de trier cette montagne de bijoux et quelque chose attire mon attention. C'est cette broche art déco. Rien de super voyant, mais quelque chose à ce sujet semblait différent. Le poids était étrange pour un bijou de fantaisie, et le mécanisme de fermeture était beaucoup trop sophistiqué pour une contrefaçon. J'ai dû passer toute ma pause déjeuner ce jour-là à faire des recherches sur les poinçons et les signatures de bijoux anciens. J'ai même passé une bonne partie de la soirée au bureau à utiliser l'abonnement de l'entreprise à certaines bases de données de bijoux anciens. Plus je cherchais, plus j'étais convaincu, ce n'était pas un bijou de fantaisie. C'était la vraie affaire. Le problème, c'est que j'étais juste la nouvelle. Personne ne me prendrait au sérieux si je commençais à prétendre que nous avions un trésor potentiel entre les mains. Alors, j'ai fait ce que l'équipe de débat m'avait appris, j'ai préparé mon dossier méthodiquement. J'ai passé 2 semaines de pause déjeuner et de soirée à étudier tout ce que je pouvais sur l'authentification de bijoux art déco. J'ai même pris une partie de ma triste excuse d'économie et j'ai payé un cours de gémologie en ligne. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller voir mon superviseur, M. Harrison. J'ai apporté toute cette présentation avec des photos comparatives, de la documentation historique, tout le tralala. La conversation s'est déroulée à peu près comme ceci. Moi, monsieur,
je pense que nous pourrions avoir quelque chose d'important dans la collection Kingston. Harrison, levant à peine les yeux de son téléphone, Sarah, nous les avons déjà catalogués comme des pièces de fantaisie. Moi, je sais, mais regardez ces poinçons. Ils correspondent parfaitement aux signatures de quartier de 1925 et à la technique de sertissage des pierres. Harrison, faisant enfin attention, où avez-vous appris tout ça? Moi, j'ai, fait quelques recherches. Pour faire court, cette broche de fantaisie s'est vendue 47 000 $ aux enchères. Il s'est avéré qu'elle faisait partie d'une collection limitée fabriquée pour une duchesse européenne dans les années 1920. Mais voici le vrai coup de théâtre. Après ça, Harrison a commencé à me donner plus de pièces à authentifier. Soudain, mon passe-temps inutile d'organiser de vieux bijoux avait une valeur réelle. Je me suis lancé à fond dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur les bijoux anciens, j'ai suivi tous les cours en ligne que je pouvais me permettre, j'ai passé des week-ends dans des ventes de succession à étudier les pièces, et j'ai même commencé un petit carnet documentant différentes techniques d'authentification. Mon appartement ressemblait au rêve fiévreux d'un érudit en bijoux, des murs couverts d'impressions de poinçons anciens et de guides de certification. La maison de vente aux enchères a commencé à avoir des résultats. Je trouvais des pièces de valeur que d'autres avaient manquées, je créais des liens avec des collectionneurs, j'apprenais le marché. Mes chèques de commission sont devenus plus gros. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. J'économisais vraiment de l'argent. Bien sûr, ma famille restait spectaculairement désintéressée. Lors des dîners du dimanche, auxquels j'assistais toujours comme une idiote, la conversation se déroulait à peu près comme ceci. Maman, Sarah travaille toujours dans ce magasin d'antiquités, n'est-ce pas? Moi, maison de vente aux enchères. Maman, oui, et en fait, je viens d'authentifier une rare pièce Tiffany. Rachel interrompant, OMG, en parlant de bijoux, vous devez voir ce bracelet à breloques que j'ai acheté au centre commercial. Mais je m'en fichais plus. Pour une fois dans ma vie, j'avais trouvé quelque chose qui était entièrement à moi, quelque chose dans lequel j'étais vraiment bonne, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la sœur de Rachel ou la déception de la famille. Puis est venue la collection Rothschild. C'était environ 2 ans après mon arrivée à la maison de vente aux enchères. Un immense domaine, une famille de la vieille bourgeoisie, beaucoup de battage médiatique dans l'industrie. Je faisais partie de l'équipe qui cataloguait leur collection de bijoux, et c'est là que je les repérais, une pièce art nouveau apparemment banale que tout le monde avait négligée. J'ai passé 3 jours à faire des recherches dessus, j'ai à peine dormi, et j'ai finalement compris qu'il s'agissait d'une pièce de la collection privée d'un célèbre joaillier français, que l'on pensait perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle a été vendue aux enchères pour 238 000 $, Harrison m'a convoqué dans son bureau. Je pensais que j'allais être promu. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a tout changé. Sarah, tu gaspilles ton talent ici. Tu devrais diriger ta propre entreprise d'authentification. Au début, j'ai ri. Moi, démarrer une entreprise avec quel argent? Mais l'idée a fait son chemin. J'ai commencé à faire de petits travaux d'authentification en freelance à côté. Le bouche-à-oreille a commencé à dire que j'avais un bon œil. Des collectionneurs privés ont commencé à me contacter directement. Un soir, j'étais assise dans mon minuscule appartement entouré de guides de bijoux et d'outils d'authentification que j'avais lentement commencé à collectionner, lorsque j'ai réalisé quelque chose, je pouvais réellement le faire. Je pouvais construire quelque chose à moi. Alors, j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait, j'ai contracté un énorme prêt sur ma voiture, j'ai vidé mon compte d'épargne et j'ai loué un minuscule bureau dans un quartier pas terrible de la ville. Tout le monde pensait que j'étais folle. Peut-être que je l'étais. C'était une ancienne pièce de stockage au-dessus d'un restaurant chinois, pas plus grande qu'une chambre d'étudiant. Le loyer était bon marché parce que ça sentait le poulet Kung Pao 24H24 et 7J7, et le Wi-Fi ne fonctionnait que si vous étiez assis dans le coin près de la fenêtre. Mais c'était à moi. Ces premiers mois ont été intéressants, et par « intéressant », je veux dire terrifiants. Je me réveillais à 4 heures du matin en sueur froide, calculant combien de mois il me restait avant que mes économies ne soient épuisées. Les paiements du prêt me donnaient l'impression d'avoir un nœud coulant autour du cou. Mon mobilier de bureau se composait d'une table pliante que j'avais achetée chez Goodwill et d'une chaise que j'avais littéralement trouvée sur le trottoir. Je les nettoyais à fond, ne vous inquiétez pas. Mais voici ce qu'il en est dans le monde de la joaillerie de luxe, tout est question de réputation et de relations. Mon passage à la maison de vente aux enchères m'avait donné les deux.
J'ai commencé petit, en faisant du travail d'authentification pour des antiquaires locaux. Mes tarifs étaient inférieurs à ceux des grandes entreprises, mais mon souci du détail commençait à être connu. Le bouche à oreille s'est répandu. Le tournant est survenu 6 mois plus tard. Un marchand avec qui j'avais travaillé à la maison de vente aux enchères a appelé au sujet d'une collection de broches de l'époque victorienne. Le propriétaire voulait une authentification avant de vendre. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une énorme collection, comme 3 générations de pièces familiales. Énorme. J'y ai travaillé pendant 2 semaines d'affilée, dormant à peine, documentant tout. J'ai trouvé 2 pièces incroyablement rares qui avaient été mal identifiées comme des reproductions ultérieures. Le propriétaire a été tellement impressionné par mon rapport détaillé qu'elle a non seulement payé mes honoraires, mais m'a également donné une commission de 10% lorsque les pièces ont été vendues. Cette commission, 86 000 $, était plus d'argent que j'en avais gagné au cours des 2 années précédentes combinées. Soudain, mon téléphone a commencé à sonner davantage, beaucoup plus, des collectionneurs privés qui avaient entendu parler de mon œil pour les pièces négligées, des avocats spécialisés dans les successions qui souhaitaient des consultations sur les pièces d'héritage. Même mon ancienne maison de vente aux enchères a commencé à m'envoyer du travail d'authentification. Je suis presque sûr que Harrison aidait secrètement à faire passer le mot. Merci, patron. La 2e année, j'ai embauché ma première employée, Jenny, une jeune diplômée en gémologie qui me rappelait beaucoup moi-même à cet âge, incroyablement intelligente mais négligée parce qu'elle était discrète. Elle est maintenant ma responsable de l'authentification et vaut littéralement son pesant d'or. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'aurais imaginé. Nous avons déménagé dans un vrai bureau au centre-ville. Adieu, l'odeur de poulet Kung Pao. Nous avons constitué une équipe de spécialistes, développé une réputation pour la découverte de pièces perdues. Vous seriez étonné du nombre de pièces de joaillerie historiques importantes qui se trouvent dans les greniers des gens, mal identifiées comme des bijoux fantaisie. Mais le succès a apporté ses propres défis. Plus nous grandissions, plus il devenait difficile de le cacher à ma famille. Ils pensaient toujours que je travaillais dans un magasin d'antiquités. Rachel faisait ses commentaires condescendants lors des dîners de famille. « Sarah, j'ai de vieux bijoux que j'allais donner à Goodwill. Peut-être que ta petite boutique en voudrait ?» Moi, qui venais d'authentifier une pièce Fabergé de 1,2 million de $ ce matin-là. Bien sûr, je vais jeter un coup d'œil. Maman me présentait toujours aux gens comme « mon autre fille ». Elle travaille avec de vieux bijoux ou quelque chose comme ça, alors que j'étais cité dans Forbes, sous le nom de mon entreprise, heureusement, et que je venais d'ouvrir notre 3e bureau. Le plus étrange, garder le secret est devenu presque amusant, comme une blague privée avec moi-même. Je restais assise là au dîner du dimanche dans ma tenue de liquidation de Target, en fête du Chanel, pendant que Rachel se vantait de son emploi de débutante en marketing, sachant que je venais de conclure un accord d'une valeur supérieure à son salaire annuel. J'ai même commencé à jouer à de petits jeux avec moi-même, comme porter de vraies pièces Harry Winston lors d'événements familiaux, en attendant de voir si quelqu'un le remarquerait. Ils ne l'ont jamais fait. Rachel a passé 20 minutes à montrer sa montre Michael Kors Fantasy à 200 $ alors que je portais une Patek Philippe vintage d'une valeur supérieure à sa voiture. Mais le vrai défi était de gérer la croissance. À la 5e année, nous avions des bureaux à Détroit, Chicago et New York. Je passais plus de temps dans les avions que dans mon propre lit. Nous avons bâti une réputation de discrétion. Il s'avère que beaucoup de gens riches veulent que leurs bijoux soient authentifiés sans que le monde entier ne le sache. L'argent était conséquent, du genre, il a fallu embaucher une équipe de conseillers financiers, mais j'ai continué à vivre relativement modestement. J'ai acheté une maison agréable, mais pas accent Graveleuil, dans un bon quartier. J'ai conduit une voiture haut de gamme, mais pas ostentatoire. Le seul endroit où j'ai vraiment fait des folies, c'est mon bureau à domicile, un équipement d'authentification de pointe, le meilleur système de sécurité que l'on puisse acheter et un coffre-fort sur mesure qui ferait jalouser Fort Knox. L'ironie ? Ils pensaient que j'étais économe pour pouvoir les aider. Maman disait des choses comme « c'est tellement gentil de la part de Sarah d'aider. Elle ne doit manger que des ramen pour s'en sortir. » Eh bien, je venais d'authentifier une collection qui m'a rapporté une commission plus importante que leur hypothèque. Vous savez ce qui est bizarre avec le succès ? Plus vous en avez, plus il devient difficile d'expliquer aux gens qui vous ont toujours considéré comme inférieur. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui n'a jamais vu qu'en noir et blanc. Ils n'ont pas le contexte pour cela. À ce stade,
mon entreprise se portait incroyablement bien. Nous avions accaparé le marché de l'authentification de bijoux haut de gamme dans le Midwest, et notre réputation était en or massif, jeu de mots voulu. Mais chaque dimanche, je conduisais toujours chez mes parents pour le dîner, jouant le rôle de Sarah, la modeste employée de magasin d'antiquités. La dissonance cognitive devenait ridicule. Je passais mes matinées en conférences téléphoniques avec des collectionneurs de Dubaï, mes après-midi à authentifier des pièces valant des millions, puis je me présentais chez mes parents dans des vêtements, normaux, soigneusement sélectionnés pour manger le pot-au-feu trop cuit de maman pendant que Rachel dominait la conversation avec des histoires sur son dernier triomphe en marketing, généralement quelque chose comme apporter le café de son patron sans le renverser. Un dimanche se distingue particulièrement clairement dans ma mémoire. Je venais de terminer une transaction importante, j'avais authentifié une pièce Cartier perdue qui était restée dans le coffre-fort de quelqu'un pendant 40 ans. La commission à elle seule était à 7 chiffres. Je suis allé directement de cette réunion chez mes parents, encore grisés par le succès de l'authentification. « Maman, Sarah, chérie, est-ce que tout va bien? Tes vêtements ont l'air un peu usés. » Moi, portant un pull en cachemire à $3000 que j'avais délibérément choisi parce qu'il avait l'air discret, « Oh, tu sais, j'essaie d'économiser de l'argent, Rachel. » Rachel, eh bien, si tu avais trouvé un vrai travail au lieu de jouer avec de vieux bijoux. Papa, Rachel, sois gentille. Tout le monde ne peut pas avoir autant de succès que toi. J'ai failli m'étouffer avec mon pot-au-feu, essayant de ne pas rire. Les paiements mensuels à mes parents ont commencé à cette époque. J'ai appris par tante Kelly qu'ils avaient du mal avec les prêts étudiants de Rachel et certaines factures médicales. Maman avait mentionné en passant qu'ils pourraient devoir vendre la maison. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Malgré tout, c'était toujours la maison où j'ai grandi. J'ai mis en place un virement mensuel anonyme de $5000 sur leur compte. Quand ils ont demandé, j'ai prétendu que je contribuais à hauteur de $1000 en vivant de riz et de haricots. Ils ont supposé que le reste venait de tante Kelly ou d'autres parents. Rachel, bien sûr, s'est attribué le mérite d'avoir incité les membres de la famille à aider. L'argent a aidé, mais il a aussi changé les choses d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mes parents ont commencé à me traiter avec ce drôle de mélange de pitié et de fierté condescendante, comme si j'étais une sorte de noble cas de pauvreté, sacrifiant tout pour aider la famille. Pendant ce temps, les dépenses de Rachel sont devenues plus scandaleuses. Elle se présentait au dîner avec de nouveaux sacs de créateurs en prétendant qu'il s'agissait de « trouvailles d'usine ». Ce n'était pas le cas. Je peux repérer un vrai Gucci à 20 pas. Elle a commencé à prendre des vacances coûteuses, en publiant des photos sur Instagram de sa « vie bénie ». Je suis presque sûr qu'elle utilisait mon argent de soutien pour ses virées shopping, mais je me suis mordu la langue. L'ironie était trop parfaite. Puis est venu le drame du fonds universitaire. Rachel a annoncé qu'elle voulait retourner à l'école pour son MBA, une autre université privée, bien sûr. Rien que le meilleur pour l'enfant chéri. Maman m'a appelé en larmes en me disant qu'il n'avait pas les moyens de se le payer. Moi, peut-être que Rachel pourrait regarder les écoles publiques. Elles ont aussi de bons programmes. Maman, oh, chérie, tu ne comprends pas. Ta sœur doit maintenir certains standards, mais en parlant d'aider, pourrais-tu peut-être augmenter ta contribution mensuelle juste pour quelques années? Je l'ai augmentée à $7000 par mois. Cela n'a même pas entamé mes comptes, mais les regarder louer Rachel pour avoir pris l'initiative de faire des études tout en supposant que je vivais de ramen pour aider. Cela m'a un peu blessé. Le plus beau, j'étais en train de donner un séminaire en tant qu'invité dans la même école de commerce que Rachel voulait fréquenter. Pas que ma famille le sache. Le doyen m'a personnellement demandé de donner une conférence sur l'authentification des produits de luxe et la croissance des entreprises. J'ai dû inventer une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas être au dîner du dimanche cette semaine-là. Mon propre succès a commencé à ressembler à cette vie distincte, comme si j'étais une sorte de super-héroïne d'entreprise avec une identité secrète. Le jour, je dirigeais un empire d'authentification de plusieurs millions de dollars. La nuit, enfin, les dimanches soirs, j'étais juste Sarah, la fille décevante qui travaillait dans un magasin d'antiquités. Le poids du mensonge devenait lourd, cependant. Chaque fois que Rachel faisait un commentaire condescendant sur ma carrière, chaque fois que maman s'excusait auprès de ses amis pour mon style de vie modeste, chaque fois que papa suggérait que je cherche un vrai travail, il devenait plus difficile de rester silencieuse. Avec le recul, je pense que j'ai toujours su que cela finirait de façon dramatique.
Je ne m'attendais juste pas à ce que cela implose de façon aussi spectaculaire à Thanksgiving. Tout a commencé 2 semaines avant les vacances. Maman a appelé, pleurant à cause de ses maux de dos. On lui avait diagnostiqué une hernie discale, et l'idée de cuisiner le dîner de Thanksgiving pour 20 personnes la dépassait. Maintenant, j'aimerais vous dire que j'ai proposé d'aider uniquement par gentillesse, mais honnêtement, j'en avais marre de prétendre que sa dinde sèche était comestible. Moi, pourquoi je ne m'occuperai pas de la nourriture cette année? Je peux la faire traiteur. Maman, oh, chérie, nous n'avons pas les moyens de nous payer un traiteur. Moi, ne vous inquiétez pas pour le coup. J'ai économisé. Maman, avec un ton inquiet, tu ne contractes pas un prêt, n'est-ce pas? J'ai tout organisé par l'intermédiaire de cette entreprise de traiteurs haut de gamme que j'utilise pour mes événements professionnels. Ils font un travail incroyable, le genre de nourriture qui vous fait vous demander pourquoi vous avez jamais pris la peine de cuisiner vous-même. Cela a coûté plus cher que ce que mes parents pensaient que je gagnais en 2 mois, mais peu importe. Le matin de Thanksgiving est arrivé, et je me sentais plutôt bien. J'avais mon ordinateur portable avec moi parce que je devais surveiller une importante vente aux enchères en ligne à Hong Kong. Un incroyable collier nouveau était mis en vente, et j'avais une cliente très intéressée par l'authentification si elle remportait l'enchère. La nourriture est arrivée exactement à l'heure, tout était parfaitement préparé. Rachel, bien sûr, a dû faire un commentaire. De la farce achetée en magasin? Vraiment, Sarah? Celle de maman est tellement meilleure. Ceci venant de la fille qui a une fois déclenché l'alarme incendie en essayant de faire griller du pain. Maman n'arrêtait pas de s'excuser auprès de tout le monde de ne pas avoir cuisiné elle-même, mais vous pouviez dire que les gens appréciaient réellement la nourriture. Même Rachel s'est tue quand elle a goûté aux choux de Bruxelles glacés à l'érable, qui, en passant, coûtaient plus cher par assiette que son budget d'épicerie hebdomadaire. Je me suis absenté entre le dîner et le dessert pour vérifier mon ordinateur portable. La vente aux enchères devenait intéressante, et je devais être prête si ma cliente gagnait. Je me suis installé dans mon ancienne chambre, que maman avait gardée exactement la même depuis le lycée. Pendant ce temps, la chambre de Rachel avait été rénovée 3 fois. C'est là que tout a mal tourné. J'avais laissé mon logiciel d'authentification en marche, plusieurs onglets ouverts montrant divers comptes et transactions en cours. Rachel a fait irruption sans frapper, certaines choses ne changent jamais, pour emprunter le chargeur de mon téléphone. Elle a repéré l'écran de mon ordinateur portable et a décidé que c'était son moment de finalement exposer à quel point sa grande sœur était pathétique. Rachel, avec un sourire narquois, montrons à tout le monde ce que Sarah fait vraiment à Thanksgiving. Avant que je puisse l'arrêter, elle a attrapé mon ordinateur portable et s'est précipitée dans la salle à manger. Imaginez ça, 20 personnes, y compris des tantes, des oncles, des cousins et mes parents, tous bourrés de dindes gastronomiques et à moitié ivres de vin coûteux, qu'ils pensaient venir de Trader Joe's. Rachel, il est temps de voir quel genre de travail important Sarah fait à Thanksgiving. Elle a retourné triomphalement l'ordinateur portable, s'attendant clairement à me gêner avec les petites transactions d'antiquités sur lesquelles elle pensait que je travaillais. La pièce est devenue silencieuse, comme si vous pouviez entendre la montre coûteuse que j'avais achetée à maman pour Noël, qu'elle pensait être une réplique, tic-taquée. Mon écran affichait. Solde actuel du compte, 12,4 millions de dollars. Contrat d'authentification en attente, 485 000 dollars. Transaction récente, 1,2 million de dollars. Rapport sur les bénéfices trimestriels de la société de vente aux enchères de Hong Kong, 4,2 millions de dollars. Le visage de Rachel a traversé environ 5 émotions différentes en 3 secondes. La dernière s'est installée quelque part entre le choc et la nausée. Elle a même un peu vacillé sur ses pieds. Rachel, murmurant à peine, ceci. Ceci ne peut pas être vrai. Maman, Rachel, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rachel, la voix brisée, elle est. Elle est riche. Sarah est riche. Le silence est devenu encore plus profond, si cela était possible. Puis maman a commencé à rire réellement. Maman, ne sois pas bête. Sarah travaille dans cette petite boutique d'antiquités. Je me suis levé lentement, redressant mon simple pull en cachemire qui coûtait plus cher que leur hypothèque mensuelle. Moi, en fait, maman, je possède l'une des plus grandes entreprises d'authentification de bijoux du pays. Depuis des années. Ces commentaires sur la boutique d'antiquités? J'authentifie des pièces valant des millions.
Cette petite entreprise, dont vous n'avez jamais parlé? Elle a des bureaux dans 3 villes. Papa s'est étouffé avec son vin. Tante Kelly a laissé tomber sa fourchette. Oncle Mike a commencé à tousser de façon incontrôlable. Puis le rire de maman s'est transformé en autre chose. Son visage est devenu rouge, puis violet. Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Maman, criant, tu as des millions et tu nous laisses galérer? Moi, galérer? Je vous envoie $7 000 chaque mois. Maman, tout en étant assise sur des millions. Ta sœur a des prêts étudiants. Et voilà, pas de félicitations, pas de « Waouh, nous sommes si fiers », juste une colère instantanée que je ne leur ai pas donné plus d'argent. Rachel a commencé à pleurer, choquant, je sais, disant quelque chose sur le fait qu'elle méritait de savoir que j'avais trahi la famille. Papa s'est joint à la mêlée, comment as-tu pu être aussi égoïste? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. C'est là que j'ai craqué. Des années à être négligé, rejeté, traité comme la déception de la famille, tout est ressorti. Moi, élevé? Vous m'avez expédié chez grand-maman chaque fois que j'éternuais. Vous avez manqué chaque réussite, chaque récompense, chaque étape importante parce que Rachel pourrait se sentir exclue. Vous n'avez jamais économisé un sou pour mon université, mais vous avez contracté des prêts pour son école privée. Et maintenant, vous êtes en colère que j'ai construit quelque chose pour moi-même? Les 10 minutes suivantes ont été le chaos, maman criant à propos des obligations familiales, papa criant à propos des enfants ingrats, Rachel alternant entre les sanglots et les demandes de savoir exactement combien d'argent j'avais. Pendant ce temps, le personnel de traiteur coûteux essayait de servir le dessert, ayant l'air extrêmement mal à l'aise. J'ai attrapé mon ordinateur portable, j'ai pris mon sac Hermès, que maman avait complimenté plutôt comme une belle réplique, et je suis sorti. Derrière moi, je pouvais entendre maman déjà planifier comment dépenser mon argent, quelque chose à propos du MBA de Rachel et d'une nouvelle voiture. Alors que je rentrais chez moi dans ma voiture, raisonnable, en fait une BMW en édition limitée, mon téléphone a commencé à exploser de messages. Le groupe de discussion familiale a explosé. Rachel a commencé à publier sur Facebook des mises à jour passives-agressives sur la richesse cachée de la famille et la trahison familiale. Mais vous savez ce qui était le plus fou? Je me suis senti soulagé, comme si je pouvais enfin respirer correctement pour la première fois depuis des années. Les jours qui ont suivi ce Thanksgiving ont été comme regarder un ouragan frapper au ralenti, sauf que l'ouragan était ma famille et les débris étaient ma santé mentale. Commençons par les messages textes. Dans l'heure qui a suivi mon départ du dîner, mon téléphone avait 47 appels manqués et plus de 200 messages. Maman est passée par cette progression fascinante. 19h42, comment oses-tu quitter la famille? 20h15, nous devons en parler comme des adultes. 21h03, ta sœur mérite une part de ton succès. 22h30, j'ai déjà appelé un agent immobilier pour des maisons dans de meilleurs quartiers. 23h45, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est ta mère. Rachel, pendant ce temps, était devenue une guerrière des médias sociaux, publiant ce coup de gueule épique sur Facebook sur la façon dont sa sœur millionnaire avait amassé de la richesse tout en regardant sa famille bien-aimée galérer. La section des commentaires était folle. Des parents éloignés et d'anciens camarades de classe du lycée avaient soudainement des opinions très arrêtées sur mon caractère moral. Mais voici la partie qui m'a vraiment énervé. Rachel a en fait publié toutes ces années où j'ai essayé d'aider sa carrière, en lui donnant des conseils sur la façon de progresser dans cette petite boutique d'antiquités, et elle était secrètement riche. La trahison fait tellement mal. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Le seul conseil de carrière qu'elle m'ait jamais donné était de suggérer que j'essaie de vendre des bijoux sur Etsy. Puis sont venus les singes volants. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, c'est quand des membres de la famille toxique envoient d'autres personnes pour vous culpabiliser. Tante Suzanne, que je vois peut-être une fois tous les 3 ans, a appelé pour me dire que la famille est tout. Oncle Bob, qui est à peu près sûr qu'il pense encore que j'ai 12 ans, a envoyé un long courriel sur l'importance de partager la richesse. Même la femme de la cousine de mon 3e cousin a d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro pour partager ses pensées sur le devoir familial. Mais le vrai plaisir a commencé quand ils se sont présentés à mon bureau lundi matin. Je suis entré pour trouver maman, papa et Rachel assises dans notre espace de réception. Ils ont dit à Jenny, ma réceptionniste, qu'ils avaient un rendez-vous pour des services d'authentification.
Rachel serrait son sac Michael Kors comme s'il pouvait réellement valoir quelque chose. La conversation s'est déroulée à peu près comme vous vous y attendiez. Maman, nous en avons discuté en famille. Moi, une discussion en famille sans le membre de la famille dont vous discutez? Maman, m'ignorant. Et nous pensons qu'il est juste que vous créiez des fonds en fiducie pour tout le monde. Rachel a besoin d'au moins 2 millions de dollars pour bien démarrer sa nouvelle vie. Papa, ta mère et moi aimerions prendre notre retraite. Nous pensons à une maison de plage en Floride. Moi, avez-vous manqué la partie où je vous envoie 7 000 dollars par mois? Rachel, ce n'est rien comparé à ce que vous avez. Vous nous devez ça. Moi, je vous dois ça pourquoi, exactement? Les années à être ignorées, les remises de diplômes manquées, les comparaisons constantes? Maman, ne sois pas dramatique, Sarah. Nous t'avons tout donné. Moi, non, je me suis tout donné. Et vous savez quoi? J'en ai fini. Juste là, dans le hall de mon propre bureau, j'ai sorti mon téléphone et j'ai annulé les virements mensuels sur leur compte. Maman a réellement halté comme si je l'avais giflé. Rachel a commencé à faire sa fausse scène de pleurs, mais s'est arrêtée très vite quand elle a réalisé que ça ne fonctionnait pas. C'est là que ça a mal tourné. Ils ont refusé de partir. J'ai dû appeler la sécurité. Regarder ma mère de 60 ans se faire escorter en criant à propos des « enfants ingrats » était surréaliste. Jenny m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non, mais j'ai fait ajouter leur nom à la liste des « personnes non autorisées » de l'immeuble. Le harcèlement a continué pendant des semaines, de nouveaux numéros de téléphone, de faux comptes de messagerie, essayant même de me joindre par l'intermédiaire du service à la clientèle de mon entreprise. J'ai finalement dû envoyer une mise en demeure officielle menaçant de porter plainte pour harcèlement. C'est là que maman a joué sa dernière carte, elle a appelé grand-maman Marie. Mais voici ce qu'il en est avec grand-maman Marie, elle est plus intelligente que tous réunis. Sa réponse, bien pour Sarah. Il était temps que quelqu'un dans cette famille réussisse à ses propres conditions. Maman ne lui a pas parlé pendant 2 mois après ça. Cela fait 6 mois depuis Thanksgiving. J'ai déménagé dans une nouvelle maison avec une meilleure sécurité. J'ai changé tous mes numéros. L'entreprise se porte mieux que jamais. Il s'avère que mon drame familial a en fait attiré des clients de renom qui ont apprécié ma discrétion face à toute la situation. Rachel publie toujours des mises à jour passives-agressives sur la « richesse toxique » et la « trahison familiale ». La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle disait à tout le monde qu'elle lançait sa propre entreprise d'authentification de bijoux. Bonne chance avec ça. Maman et papa ont finalement cessé d'essayer de me contacter quand j'ai fait envoyer par mon avocat une lettre officielle détaillant exactement comment les accusations de harcèlement affecteraient leur vie. Ils disent maintenant à tout le monde qu'ils n'ont jamais voulu mon argent de toute façon et qu'ils prient pour mon âme. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Plus de dîner du dimanche rempli de pics subtils. Plus besoin de minimiser mon succès. Plus besoin de financer le spectacle de Rachel. Mon thérapeute dit que je fixe enfin des limites saines. Je dis que je vis enfin de manière authentique. Alors voilà mon histoire, Reddit. Merci de m'avoir laissé la partager. Mention spéciale à l'entreprise de traiteur. Ils m'ont envoyé une carte de Noël disant que le dîner de Thanksgiving avait été le point culminant de leur année.